on s'y met tous, si on apprend ça à nos enfants dès le plus jeune âge, mais on peut vraiment créer un autre monde parce qu'il sera basé sur des nouvelles manières de relationner, d'être en relation. Ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. C'est absolument pas inné. La confiance en soi, c'est pas inné. La bienveillance, c'est pas inné. Aimer, c'est pas inné. On a appris, mais de manière inconsciente. On a reproduit ce que le monde des adultes, en fait, la manière dont le monde des adultes communique avec nous. Mais la vie, elle va pas m'expliquer ou m'apprendre comment je fais quand je suis en conflit avec mon fils. C'est pas de l'utopie, c'est vraiment, vraiment possible. Et c'est magnifique quand on voit que ça se met en place. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Bereri, qui est formatrice et accompagnatrice sur la bienveillance et l'éducation émotionnelle et sociale, notamment avec des acteurs de l'éducation sur la belle île de la Réunion. Oui. Comme d'habitude, écoute, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu comment tu vas aujourd'hui et nous dire quel est ton parcours, comment tu en es arrivé là. Ouais. Comment je vais? Ben, je vais plutôt bien, tu vois, malgré un petit accrochage que j'ai eu avec mon fils, mon ado de 17 ans là. Et du coup, je vois bien, ça va être en lien avec les thèmes qu'on va aborder ensemble. Je vois bien quand même que les outils que j'ai m'aident énormément à gérer ça et surtout à le vivre d'une manière Mm. la plus sereine possible. Et ça n'empêche C'est pas de vrai. voir que toi aussi, tu as des accrochages avec Ah, tes mais enfants. oui. Des fois, on Ah, oublie mais ça un oui. petit peu et on croit que Mais des alors personnes ça, comme vous n'avaient jamais d'accrochage. je pense que je vais le dire au moins une dizaine de fois jusqu'à jusqu'à la fin de l'interview. Parce qu'en fait, c'est vraiment une des premières choses qui a été le plus important pour moi de comprendre, c'était que en me formant, et je vais revenir sur mon parcours, mais en me formant, en m'intéressant à toutes ces approches pour vraiment améliorer ma vie, en fait, ma manière de vivre avec les autres et avec moi-même, eh ben, s'agissait pas du tout de devenir parfaite et puis pas, mais vraiment pas en fait. L'idée c'est comment, grâce aux outils que j'ai, je peux traverser les moments difficiles de la manière la plus consciente possible, de la plus sereine possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est confortable. Donc, ça ne nous prive pas de moments d'inconfort en fait, hein, tous ces outils. Donc voilà, en fait, je crois que j'ai commencé vraiment par un des points essentiels. Et mon parcours en quelques mots, moi j'ai toujours été intéressée par le champ de l'éducation et notamment comment on pouvait prévenir la violence chez les jeunes. Et j'ai travaillé pendant 8 ans comme cadre dans des services où on s'occupait d'enfants victimes de violences ou auteurs de violences, hein, à la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis ensuite, j'ai eu envie de prendre du temps pour m'occuper de mon fils justement quand je suis devenue maman. Ça a été assez déterminant cette phase parce que j'ai eu envie d'apprendre en fait à être une maman qui soit proche des valeurs, en fait, qui puisse incarner les valeurs qui étaient importantes pour moi. Et je voyais bien que dans mes manières d'être habituelles, celles dont j'avais hérité, avec lesquelles je m'étais construite, je voyais qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à des approches éducatives positives, bienveillantes et, euh, et notamment la communication non violente. Ça a vraiment été pour moi la porte d'entrée vers, un, vers des manières d'être et de vivre qui correspondent plus à ce à quoi moi j'aspirais. Voilà. Et j'ai travaillé parallèlement, donc ensuite, après la PJJ, dans la prévention, intervenir encore plus en amont pour prévenir la difficulté de l'enfant et avec un gros travail sur l'accompagnement, la parentalité. Et puis j'ai aussi pu travailler dans l'éducation populaire qui m'a donné encore une autre approche de l'éducation, éducation par tous et pour tous. Donc là, c'était aussi très, très intéressant. Et tout en continuant de me former, j'ai décidé, quand j'ai quitté les CMEA, c'était mon dernier emploi de salarié, de me lancer dans le domaine de la formation pour transmettre tout ce qui, moi, m'avait tellement aidé à changer ma manière d'être et de vivre avec les autres et notamment d'éduquer, d'accompagner les enfants d'une manière qui puisse vraiment augmenter leurs chances de s'épanouir et de réussir leur vie. Voilà. Et pour terminer, parallèlement toujours à cette activité de formation et d'accompagnement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler comme prof
dans un lycée avec des élèves en situation de décrochage et aussi comme CPE dans un collège en zone d'éducation prioritaire. Donc, tous les outils auxquels je m'étais formée, j'ai pu les mettre en pratique, au-delà de les mettre en pratique avec mon fils, mais aussi dans des gestions de groupe, dans des gestions de classe, dans des gestions de conflits, etc. Donc, c'est beaucoup ça que je transmets aujourd'hui dans le cadre de mes formations et de mes accompagnements. Et justement, c'était quelque chose sur lequel je voulais revenir avec toi, Sonia. Tu disais que tu accompagnes des acteurs de l'éducation. Donc, je dis juste si on peut repréciser un petit peu pour ceux qui nous écoutent ce que tu entends, ce qu'on entend par acteur de Oui. l'éducation. Et pourquoi tu touches particulièrement ce public-là, justement? Pourquoi avoir choisi typiquement ce public-là? Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir été guidée vers ce public-là, hein. Les acteurs de l'éducation, concrètement, c'est les parents, les enseignants, les éducateurs, tous ceux qui participent à l'accompagnement des enfants et des ados, donc les éducateurs, qui soient, enfin, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent d'ailleurs, hein, ça peut être des éducateurs spécialisés avec des mineurs délinquants, dans le cadre de la protection de l'enfance, je travaille beaucoup avec la protection de l'enfance, dans le champ du handicap aussi, parce qu'il y a des principes, même s'il y a des spécificités liées au handicap, par exemple, il y a des principes dans la relation qui restent toujours les mêmes. Hmm. Donc, travailler aussi avec ces personnes-là. Et puis, les animateurs aussi qui s'occupent de nos enfants sur le temps périscolaire, la garderie, les centres aérés, les vacances. C'est vraiment tous ceux qui sont proches des enfants au quotidien. C'est tellement important pour moi parce que l'éducation, c'est le levier de changement le plus puissant que je connaisse. Et puis j'ai vraiment compris que pour pouvoir éduquer, eh ben, en tout cas moi, ça a été ma démarche, c'était de m'éduquer moi-même en fait sur certains aspects sur lesquels j'avais pas vraiment reçu ni d'éducation ni de transmission et qui aujourd'hui m'apparaissent comme étant absolument incontournables, qui sont toutes les compétences en fait liées à la relation avec l'autre et la relation avec moi-même. Donc, j'ai beaucoup de bonheur à le faire hein, avec les acteurs de l'éducation qui sont très, très, très en demande. Très en demande. C'était justement un sujet qui nous tient vraiment à cœur avec Osmose, de se dire que les acteurs de l'éducation sont justement énormément en demande. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi justement qui les forment là-dessus. Mais souvent, le système ne leur laisse pas forcément le temps de se former à ça. Ils n'ont pas forcément les moyens ou ils découvrent ces choses-là. Quel est un peu ton constat, toi qui travailles depuis un certain temps dedans, ton constat justement de l'éducation globale à l'heure actuelle dans le milieu éducatif, que ça soit sur les temps périscolaires ou que ça soit au niveau de l'éducation nationale, très clairement? Ben, en fait, si j'en juge, moi, mon activité qui est croissante, hein, pourtant, tu vois, je l'ai créée il y a 5 ans à peu près, et depuis le Covid, c'est allé vraiment crescendo. Si j'en juge au nombre de demandes qui sont vraiment en augmentation, et puis il n'y a pas que moi qui fais ça, tu vois, quand je vois aussi des personnes autour de moi qui sont dans les mêmes secteurs d'activité, ben, ça me permet de voir qu'il y a un intérêt pour la question. Il y a de la demande. Au niveau de l'éducation nationale, par exemple, ça bouge. Mais ça bouge par le bas. Ça bouge par le bas, même s'il y a de plus en plus de circulaires qui invitent les acteurs, les enseignants, les assistants socio-éducatifs, toute la communauté éducative à se former justement à des approches pour promouvoir la bienveillance. Il y a des directives pardon, clairement, dans le socle commun de connaissances et de compétences et de culture. On retrouve des compétences qui relèvent des compétences émotionnelles et relationnelles et sociales. Après, ce que je constate, c'est que parfois, quand il y a l'intention, en tout cas au niveau, même s'il faudrait nuancer ce que je suis en train de dire, il y a l'intention de faire bouger les choses. Il y a des acteurs, des enseignants, très concrètement, qui sont dans une démarche de faire bouger les choses à l'échelle de leur classe. Parfois, on peut avoir dans un établissement un chef d'établissement qui va être vraiment moteur pour faire évoluer les pratiques éducatives, enseignantes, en mettant en place des formations diverses et variées pour les enseignants et qui n'hésitent pas à faire financer ça sur leur budget propre. Après, ça reste encore des initiatives de personnes. Mon point de vue, c'est que par exemple, à La Réunion, au niveau de l'inspection, il y a eu à un moment donné un secrétaire général qui s'intéressait beaucoup à la question et qui a voulu recenser tous les acteurs qui participaient, qui pouvaient d'une manière ou d'une autre participer à contribuer à une école du bonheur, où on apprendrait aux enfants à être heureux. Mais je vois quand même que c'est porté par des personnes en particulier qui sont sensibilisées à la question, qui se sont formées.
qui essayent de décémer des choses à leur échelle et qu'on a encore un pas de géant à faire puisque c'est pas encore complètement institué ces approches-là dans les programmes, on n'en fait pas toujours une priorité, voilà, clairement encore. Et en même temps, petit à petit, ça bouge, ça évolue, il y a de la demande. C'est vrai que c'est souvent quand ça va plus que les acteurs demandent ou cherchent des intervenants pour sensibiliser, former sur la gestion de conflits, sur les émotions, etc. Et tout le travail consiste à faire entendre que, en fait, c'est en prévention qu'il est hyper important d'agir et de comprendre que ces compétences-là, qui sont les compétences euh, de base, des compétences psychosociales, doivent devenir la priorité. Donc, il y a encore un travail à faire pour faire connaître ces approches-là en France, même si, encore une fois, ça bouge, ça évolue. Moi, ce que je mesure, c'est vraiment l'écart entre des fois les intentions. Il y a eu un séminaire au mois de janvier de Santé publique France, donc tu vois, c'est quand même au plus haut niveau, au niveau national, sur les compétences psychosociales, avec tout un tas d'expériences de professionnels qui montraient à quel point ce qu'ils mettaient en place dans leur classe, ça pouvait aider leurs élèves à se sentir mieux et à apprendre mieux. Mais bah, quand tu vas sur le terrain, il y a encore beaucoup de personnes à sensibiliser, beaucoup de travail à faire pour que les enseignants s'intéressent et acceptent de mettre en place des choses dans leur classe. Là, C'est j'ai pris juste intéressant. l'exemple des enseignants, hein, mais Oui. dans le champ de l'éducation spécialisée aussi, ça commence à bouger. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a, enfin c'est positif je trouve de voir qu'il y a des choses qui se font et que ça vient par le bas que par le haut. Je pense que on peut attendre, on peut espérer, mais en effet le mouvement vient souvent plus du bas, des enseignants, des acteurs vraiment sur le terrain qui y sont. Et ce que je retrouve très similaire, nous, ce qu'on rencontre avec Cosmos, c'est ce côté prévention finalement qui est des fois un petit peu oublié et de se dire que bah, ces compétences-là s'apprennent finalement avant le fait qu'il y ait un problème. Quand on fait des kits éducatifs, par exemple, le mois prochain, ça va être sur la confiance en soi. On essaye vraiment d'expliquer, de démocratiser le fait que ça peut s'apprendre tout en s'amusant. Et c'est pas une fois que l'enfant a des problèmes de confiance en soi qu'on doit prendre les choses en main, même si c'est sans doute mieux que rien, mais ça peut être Ouais, prévenu en avance derrière, en amont. ouais. Ben, moi, j'irai un peu plus loin, c'est que c'est pas que ça peut s'apprendre, c'est que ça s'apprend. En fait, c'est ça qu'il est hyper important de comprendre, c'est que ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. C'est absolument pas inné. La confiance en soi, c'est pas inné. La bienveillance, c'est pas inné. Aimer, c'est pas inné. Écouter l'autre de manière profonde, c'est pas du tout inné. Apprendre à traverser un conflit, à le résoudre d'une manière qui soit constructive pour chacun, c'est pas inné. C'est que des apprentissages à faire. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que en fait, euh, c'est que quand on a un enfant qui manque de confiance en lui, c'est pas parce qu'il a un problème, c'est parce qu'il n'a pas fait les apprentissages qui lui permettaient de développer la confiance en lui. Donc, le monde des adultes a une responsabilité qui est juste énorme. Et ça, c'est quelque chose dont ils prennent de plus en plus conscience. Moi, je le vois dans les formations que je propose. Les premières prises de conscience, c'est waouh, je me rends compte que je suis en train de demander à mes élèves ou à mes enfants des choses, de faire des choses que moi-même, parfois, je ne fais pas. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que nous, les adultes, justement pour nos enfants, on a besoin d'apprendre aussi à, à mieux vivre nos relations, à mieux réguler nos émotions, à mieux nous connaître, à développer la confiance en nous, etc. Et quand on le fait, c'est plus facile après d'aider nos enfants à le faire. D'ailleurs, c'est indispensable en fait. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux Ça pas demander à m'intrigue un enfant d'avoir justement. confiance en lui si toi, tu ne rayonnes pas la confiance en toi. Tu ne peux pas demander à un enfant de respecter son camarade si Ouais. toi, tu ne le respectes pas, puisqu'ils apprennent en nous imitant. Ouais. Donc, c'est un passage obligé pour la communauté des adultes. Ouais. C'est quelque chose qui m'intrigue, une question que j'avais pas prévue, mais une question que je me pose à moi-même et que peut-être tu t'es posé aussi, qui est pourquoi finalement il y a ce côté, je sais pas que ça s'apprend la confiance en soi dans notre société notamment, enfin occidentale, peut-être même orientale. Après tout, j'ai pas de jugement là-dessus, mais on, des fois, ça peut paraître un sujet entre guillemets un peu perché, ou alors on a par exemple des parents qui vont nous dire ou qui vont un petit peu critiquer ce qu'on fait et nous dire c'est la vie qui va leur apprendre ça, les enfants. Ça s'enseigne pas ce que vous faites, et ils vont l'apprendre dans la vie de tous les jours. Et ce qui fait que c'est encore mine de rien encore la pensée majoritaire. Pourquoi il y a cette notion-là dans notre société actuelle et que des fois on va presque passer pour
pour des bisounours de dire bah, si ça s'apprend la communication bienveillante, ça s'apprend la confiance en soi et toutes ces thématiques-là? Bah, moi, je dirais à chaud, c'est justement nos croyances. C'est notre système de croyances. C'est les croyances qu'on a qui nous font penser ça. C'est la vie qui va nous apprendre. La vie, la seule chose qu'elle fait, en tout cas mon expérience, ce que moi j'ai compris de la vie, c'est qu'elle me met dans des situations qui sont des vrais challenges. Ça, oui, la vie, elle fait ça. Mais la vie, elle va pas m'expliquer ou m'apprendre comment je fais quand je suis en conflit avec mon fils, comment je fais concrètement pour faire passer un message à mon fils, par exemple, de l'ordre d'une valeur qui est importante pour moi, comme le respect, sans lui manquer de respect, sans l'humilier, sans le menacer, sans le critiquer, sans le juger, sans le culpabiliser. Ça, la vie, elle ne m'apprend pas. Parce que les 5 attitudes que je viens de donner qui me sont venues à l'esprit, ce sont des attitudes qu'on utilise tous les jours. Et c'est ça qui fait que nos enfants n'ont pas confiance en eux, parce qu'on s'adresse à eux en mode critique, jugement, moral, menace, euh, on les culpabilise. C'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, du coup, la vie, elle ne t'explique pas comment faire pour aider ton enfant à avoir confiance en lui. La vie ne t'explique pas quand, encore une fois, tu es en conflit avec ton élève ou avec ton enfant ou avec ton collègue, elle ne te dit pas comment communiquer pour faire en sorte que toi, tu puisses te faire entendre, mais sans que l'autre ne se sente mis à mal, donc qu'il se sente respecté et pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution qui nous convienne à tous les deux. Ça, la vie, elle ne te l'apprend pas. Ce qu'on apprend, c'est ce que les gens font autour de nous. Si, en tant que parents, on règle nos conflits en cherchant à avoir le dessus sur l'autre, parce que c'est comme ça qu'on a appris avec nos propres parents, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est comme ça qu'on a appris. Mais que vont faire nos enfants? Ils vont faire exactement la même chose. Et moi, la question que j'aime bien poser, c'est, parce qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal. Je ne suis pas en train de dire c'est mal de vouloir dominer son enfant ou de vouloir se faire obéir de son enfant parce que je suis l'adulte. Je ne dis pas que c'est mal. De la même manière, je ne dis pas que c'est bien d'être à l'écoute des besoins de l'enfant quand il y a un problème et puis essayer de prendre en compte ses besoins, même s'il les exprime d'une manière inappropriée. Je ne dis pas que c'est bien de faire ça. Je demande à chaque fois, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Quand vous êtes en conflit avec votre enfant, votre collègue, votre élève, quand vous êtes en conflit avec lui et que vous le résolvez de la manière dont vous le résolvez, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous fait vivre? D'après vous, comment se sent l'enfant? Qu'est-ce que ça lui fait vivre? Qu'est-ce qu'il apprend selon vous? Ce sont les questions en fait qui nous mènent vers les réponses qui sont, comment dire, moi je trouve que ce sont ces questions-là qui sont les plus importantes parce que c'est elles qui vont nous apporter les réponses dont on a besoin. Parce que si je rentre dans un rapport de force avec un élève, par exemple, je suis enseignant, et que ça se passe devant toute la classe, qu'est-ce que ça me fait vivre? Est-ce que ça me fait vivre plus d'épanouissement? Est-ce que ça me permet de mieux comprendre l'élève? Est-ce que ça me permet d'être sûr qu'il apprend bien ce que moi je souhaite lui apprendre en fait dans cette situation? C'est-à-dire, par exemple, l'écoute. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse apprendre à écouter l'autre. Est-ce que c'est en exerçant un rapport de force avec lui et en le faisant taire, par exemple, que c'est comme ça qu'il va apprendre à écouter l'autre? Alors, on fait des jeux de rôle en formation pour se rendre compte que ben non, ça ne marche pas du tout. Qu'au contraire, ça nous donne encore plus envie de nous rebeller ou que ça nous donne au contraire envie de nous replier. Donc, il y a quelque chose en nous qui ne s'épanouit pas. Et elle est là, la vraie question, c'est est-ce que ma manière de communiquer, ma manière de régler les problèmes, est-ce qu'elle est épanouissante? Si elle ne l'est pas, c'est que sûrement je suis dans la reproduction d'un modèle dont j'ai hérité. Et je m'étais jamais posé de questions jusqu'à maintenant, mais quand je m'en pose, je me rends compte que waouh, ben en fait, c'est vrai, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de vivre. Et Voilà. comment faire justement pour tous les adultes qui nous écoutent? Comme tu l'as dit, on reproduit tous nos schémas consciemment ou inconsciemment, mine de rien. Comment faire justement pour un adulte qui découvre ce milieu-là, qui est en train de débuter, qui est en train de s'y intéresser, pour rester justement à l'écoute de ses émotions? C'est la première étape. Et surtout derrière, arriver à les comprendre justement et à les comprendre de manière consciente.
J'ai envie de te dire, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris. J'ai appris. Avant, je parlais sans ré enfin, j'exagère, je vais forcer un peu le trait juste pour comprendre, mais je vais parler dans les situations de tension, celles sur lesquelles moi j'avais envie de progresser dans ma manière de résoudre. Avant, je réagissais. Si quelqu'un faisait quelque chose qui me posait problème, je réagissais. C'est mon mental qui trouvait toutes les bonnes raisons de dire pourquoi l'autre, en fait, faisait pas ce qu'il fallait. Ou alors, je ne disais rien et je c'est moi qui vivais quelque chose d'hyper inconfortable parce que j'arrivais pas forcément à dire les choses qui étaient importantes pour moi. Donc, avant, je faisais ça. Ben, et un jour, j'ai eu envie d'arrêter de faire ça. Et un jour, j'ai eu envie de faire autrement. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris. J'ai appris, moi, c'est la communication non violente qui m'a permis d'apprendre à prendre conscience qu'en fait, dans chaque situation que je vivais, j'avais des émotions. Ça me faisait ressentir quelque chose. Et petit à petit, j'ai appris à me mettre à l'écoute de ces émotions, de ces sentiments. Et, mais à les écouter corporellement, c'est-à-dire parce que les émotions, c'est dans le corps, c'est une manifestation du corps. Donc j'ai appris, plutôt que de mettre mon attention sur l'autre et sur tout ce que je pouvais lui reprocher, j'ai commencé à regarder à l'intérieur et puis me rendre compte, ben oui, que tiens, quand lui fait ça, ça me fait ressentir quelque chose. Quand je vis telle situation, ça me fait ressentir quelque chose. Donc, j'ai commencé à développer ma capacité à écouter ça. Plutôt que de voir ce que l'autre fait et qui ne me convient pas, c'est waouh, qu'est-ce que ça me fait, moi, quand quelqu'un, par exemple, me coupe la parole, quand quelqu'un, euh, euh, quand je vois un élève qui se moque d'un autre élève, ça me fait quoi? Quand je vois que mon fils ne respecte pas un engagement qu'il avait pris, ça me fait quoi? Je ressens quoi? Donc, avant, je pense que ce que j'aurais fait, enfin, si je m'étais pas formée à tout ça, si je n'avais pas appris tout ça, bah, je lui serais tombée dessus en mode reproche, etc. Aujourd'hui, comme j'ai développé cette capacité, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, bah, tu vois, quand tu fais pas ce qui était prévu, moi, je suis hyper frustrée, je suis vraiment pas contente. Parce que pour moi, c'est super important de pouvoir compter aussi sur le fait que quand tu t'engages à quelque chose, ben, tu le fais. Moi, ça me soulage, je peux avancer sur autre chose. Ben, j'ai appris. Et puis j'ai aussi appris, ça c'est la communication non violente qui est un outil d'une puissance phénoménale. J'ai compris aussi que derrière mes émotions, en fait, il y a quelque chose qui demandait à se vivre. C'était mes besoins. Et que les besoins, en fait, c'est juste la vie en moi qui a envie de vivre. Donc, est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose de magnifique derrière? Est-ce que tu vois que derrière la colère que tu peux ressentir des fois parce que tu es frustré, mais tu es frustré parce qu'en fait, il y a quelque chose en toi qui a envie de vivre, qui a envie de, à travers toi, qui a envie de vivre, par exemple, sous la saveur, le goût du respect ou le goût de la complicité. Hein, quand on reproche à notre compagnon, ouais, tu travailles tout le temps, tu n'es jamais à la maison. Hop, là, on est tout de suite, on est en mode reproche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ouais, mais j'ai du boulot, ouais, mais si je bosse pas, machin, n'empêche que tu es bien contente après de pouvoir partir en vacances. Enfin bref, il va se mettre en mode défensif. Mais t'imagines le truc où en fait, tu te rends compte que ta frustration, c'est juste parce qu'avec ton homme ou avec ta compagne, tu as envie de vivre de la complicité. Et que tu vas lui dire, mais je suis tellement frustrée cette semaine, on n'a passé aucun moment ensemble, j'ai tellement envie de vivre de complicité, de partage avec toi. Tu te rends compte? En fait, c'est un trésor merveilleux. Et ben, quand j'ai découvert ça en moi, j'ai dit waouh! Et petit à petit, ben, j'ai appris à, pareil, à ressentir mes besoins et puis pouvoir les exprimer, les nommer d'une manière qui donne plus envie à l'autre en fait de les prendre en compte plutôt que de les lui balancer en mode reproche où là, clairement, il n'entend pas que c'est un besoin de complicité que tu as envie de nourrir avec lui. Si c'est ton compagnon ou si c'est ta compagne, elle n'entend pas ça. Elle entend qu'elle fait un truc ou qu'il fait un truc qui ne va pas. Bon, là, on est dans le registre du jugement. Ben, il y a quelque chose en nous, notre cœur se ferme, on va se défendre. Et voilà, donc j'ai appris, moi, à comprendre enfin, et à ressentir la vie à travers moi. Elle a envie juste de vivre des choses merveilleuses avec toi. Toi, mon compagnon, toi, mon enfant, toi, mon élève, vous, mes élèves. Voilà. Et donc, les personnes qui ont envie de s'ouvrir à ça, ben, déjà, si elles ont l'envie, elles vont trouver la voie. Parce que c'est ce qui se passe. Quand tu cherches quelque chose, tu le trouves.
Et c'est vrai que rien que d'une base, comme tu disais, de démarrer par ses propres émotions, ses propres ressentis quand on s'adresse à quelqu'un, je le retiens vraiment comme ça, moi, en CNV, je trouve ça très basique de démarrer par «je» et ne pas démarrer sa phrase par «tu», et rien que ça, en Ouais, fait, ça change vraiment du tout au tout et ça bah, ça évite change tout. d'aller vraiment dans l'injonction, le rejet de l'autre. Et en même temps, tu vois, Benjamin, que nous, on a appris exactement le contraire, justement parce qu'on n'a pas Ouais. appris. Enfin, on a appris, mais de manière inconsciente. On a reproduit ce que le monde des adultes, en fait, la manière dont le monde des adultes communique avec nous Mmh. en tant qu'enfants, ben, on a reproduit exactement les mêmes choses. Et on regarde ce que ça produit. Ça produit que de l'opposition, des malentendus, des désaccords, des drames, des conflits, de la violence. Et voilà, donc la vie, clairement, c'est pas ça qu'elle veut nous apprendre. C'est pas ça. Et oui, effectivement, arrêter de dire tu et commencer à parler de je, bah, c'est toute une éducation, c'est tout un apprentissage à faire. Moi, j'ai appris à le faire adulte, hein, et aujourd'hui, j'apprends à le faire à des enfants pour que justement, on ait un autre monde, parce que c'est vraiment possible. Hein. Moi, j'ai vu des trucs extraordinaires se passer entre des enfants de 7 ans ou 8 ans. Hein. Donc, c'est vraiment possible. C'est pas de l'utopie. C'est vraiment, vraiment possible. Et c'est magnifique quand on voit que ça se met en place. Ça fait du Aujourd'hui, que bien ça change. d'entendre ça fait du bien d'entendre des personnes qui disent: «Ce n'est pas une utopie, c'est vraiment Ah, mais possible». pas, non, non, mais pas du tout. Mais moi, je l'ai vécu tellement de fois. J'adore dans mes formations témoigner de ce que j'ai vécu, par exemple, avec mes élèves ou avec mon fils ou avec des proches, mais parce que c'est vraiment réel, ça fait vivre autre chose. Donc, tu te dis, voilà, mais en fait, si ça fait vivre autre chose entre toi et moi, mais si on s'y met tous, si on apprend ça à nos enfants dès le plus jeune âge, mais on peut vraiment créer un autre monde parce qu'il sera basé sur des nouvelles manières de relationner, d'être en relation les uns avec les autres. En fait, c'est le défi de notre siècle et des siècles à venir. Hein. Moi, j'en suis absolument convaincue. Donc, on est dans le mouvement là, et on est de plus en plus nombreux. Et on est de plus en plus nombreux, carrément. Et comment faire justement, vu qu'on est de plus en plus nombreux, comment faire pour aider les enfants? Comment tu t'y prends toi justement? Tu disais que quand tu as été, enseignante, quand tu as des enfants et cetera, pour partager toutes ces notions-là, à nos enfants? Je me doute que la première des choses, c'est comme tu l'as dit, par mimétisme finalement, parce qu'ils vont reproduire ce que nous, on fait. Mais est-ce que tu as d'autres, conseils justement pour aider les parents qui nous écoutent à leur enseigner ces bases d'écoute des émotions, écouter son corps et communiquer de manière, bienveillante? Oui, Benjamin, je veux quand même insister sur ce que tu viens de dire parce que c'est la base. Si tu ne te l'appliques pas à toi-même, tu ne pourras pas transmettre à tes enfants. Tu ne pourras pas. C'est 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 vrai, c'est pas, en fait, c'est juste pas possible. Tu peux pas transmettre à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. C'est pas possible. Donc, du coup, la première chose, c'est c'est développer, nous, notre capacité à parler de nos émotions. Quand un enfant fait ou quelque chose qui nous pose problème, c'est de le dire. C'est de le dire, au lieu de dire, c'est pas gentil ce que tu as fait, parce que là, on est dans le jugement de valeur. Et l'enfant n'a pas du tout l'équipement intérieur pour se défendre et comprendre qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est je ne suis pas contente en fait quand tu prends le jouet de ta petite sœur, tu vois. Donc, c'est développer notre capacité, nous, à mettre des mots sur ce que nous ressentons. Deuxième chose, c'est développer notre capacité à mettre des mots sur ce que nos enfants ressentent, parce qu'ils ont cet apprentissage à faire. Donc, un enfant qui se met en colère ou un enfant... Oui, alors je vais prendre cet exemple parce que c'est quand même celui qui nous pose le plus de problèmes. Quand il y a de la tristesse, c'est un peu différent. La peur, c'est encore un peu différent, quoique. Mais un enfant qui est en colère, qui se met à crier, il n'est pas content parce qu'on lui a pris son livre, on lui a pris son jouet, ou qu'il la passe, ou qu'il veut qu'on lui achète quelque chose et qu'on lui dit non, par exemple, et qui se met en colère, qui se met à pleurer, à crier, ben, plutôt que de lui dire ça ne sert à rien de pleurer, parce que ça, quand tu fais ça, tu es en train de lui dire ça ne sert à rien de ressentir, alors qu'en fait, le ressenti, ça fait partie de l'équipement humain. Donc, tu es en train de lui envoyer des messages qui vont le perturber après très fort, parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas se fier à ce qu'il ressent. Mais tu vas mettre des mots. Tu vas dire, par exemple, bah oui, je vois que tu es très en colère. Bah oui, je vois que tu n'es pas content. Tu aurais vraiment très aimé que je t'achète ce bonbon. Voilà. On va mettre des mots. Et dès le plus jeune âge. Et on va aussi le faire quand ils sont contents. Oh, je vois que tu es content. Il te plaît beaucoup à ce jouet. Ah, tu as beaucoup aimé jouer à la plage. Hein. Oh, tu adores jouer avec le sable. En fait, un peu comme un miroir, on va leur refléter ce que eux sont en train de ressentir. Et en faisant ça, on les aide à mettre des mots sur une expérience qu'ils sont en train de faire émotionnelle ou sur laquelle qui est juste parfois très envahissante pour eux, dont ils ne savent absolument pas quoi faire. Eux, ils le vivent juste.
on leur apprend à mettre des mots et petit à petit, ils vont eux-mêmes mettre des mots quand ils seront en colère. Ils vont apprendre même à dire « je suis pas content » au lieu de dire Johan, il est méchant. Et petit à petit, en fait, on se rend compte, ils le font. Hein. Je suis pas content. Donc, on leur apprend à mettre des mots sur leurs ressentis. Et du coup, c'est extrêmement important parce qu'en faisant ça, on leur permet de développer la conscience d'eux-mêmes. On leur permet de mettre des mots sur des ressentis qui sont parfois très inconfortables. Et le seul fait de mettre des mots, ça soulage, ça apaise. Donc, du coup, ça va vraiment être une habileté qui va être hyper important de développer. Après, il y a plein d'outils au quotidien qui peuvent nous aider à aider notre enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc, avec des jeux. Moi, je sais que quand mon fils était petit, j'avais collé sur le frigo des images. C'était un chat, ça s'appelait Comment chat va. Et donc, c'était des images de chats avec plein d'émotions différentes. Et je me rappelle, mon fils, il regardait souvent ça. Donc, il faut le mettre à la portée de l'enfant pour qu'il regarde parce que tout ce qui va être support visuel, ça va être très puissant comme outil. Et si en plus on peut y mettre du jeu, ça va être encore plus intéressant. Donc, il va regarder les images et puis de lui-même, je me rappelle des fois, il montrait un mot, il montrait une petite image, le chat qui n'est pas content ou le chat qui est super content. Et petit à petit, après, quand il a commencé à lire, il lisait ce qu'il y avait. Il disait, ah, aujourd'hui, je me rappelle, c'est un souvenir ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Je me sens plein de grâce. Et j'ai dit, mais waouh, ça y est, c'est gagné en fait. Après, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire au quotidien. Hein. C'est pas en une seule fois. Le cerveau de l'enfant, on le sait tous, il est très immature et comme pour chacun d'entre nous, pour faire un apprentissage, on a besoin de répéter, 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 répéter. Après, les autres supports qui sont super, c'est donc, plus on fait ça et plus l'enfant va développer son intelligence émotionnelle. Moi, je vois mon fils, hein, il est capable de nommer ce qu'il ressent et ce qu'il a envie de vivre, les besoins qu'il a, que je ne vois pas forcément chez d'autres ados chez mes anciens élèves, par exemple, collégiens ou lycéens, et à qui j'apprenais à faire ça. Ce qui est vraiment chouette aussi quand ils sont petits, parce que c'est bien de commencer très petit, c'est d'utiliser des livres. Il y a tellement de livres aujourd'hui qui parlent des émotions. Il y en a un dont je me souviens qui s'appelait Grosse colère. Et mon fils, moi, il adorait lire les livres. Donc, tu lis et tu répètes les histoires, tu les relis à chaque fois qu'il les demande. Et c'est à chaque fois une occasion de parler des émotions. Il y a on peut utiliser beaucoup d'émoticônes pour les aider à définir ce qu'ils ressentent. Après, pour les aider à réguler leurs propres émotions ou à dire ce qu'ils ressentent, parce que la régulation, c'est encore une autre compétence que simplement nommer. Et ça se fait vraiment quand ils sont plus grands. Hein. Il ne faut pas s'attendre qu'un enfant de 5 ans il régule sa colère. Ce n'est pas du tout possible, en fait. Son cerveau est trop immature. Ça, c'est en grandissant petit à petit, il va y arriver. Mais par exemple, on peut se mettre d'accord avec l'enfant sur des codes ou sur des gestes qu'on va utiliser. Par exemple, si l'enfant est en colère, par exemple, on va convenir de tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire un geste pour montrer que tu es en colère. Peut-être ça peut être je fais comme ça. Ou autre chose. Ce qui marche, c'est quand on trouve l'outil avec l'enfant. Moi, je sais qu'avec mon fils, par exemple, on a essayé plein de trucs, hein, parce que tout ne marchait pas, ou alors ça marchait à un moment, puis après ça ne marchait plus. Je me souviens, par exemple, quand c'était l'escalade, quand on était en conflit tous les deux, pour nous aider mutuellement, parce que moi aussi, j'avais besoin de faire ces apprentissages, et quand on sentait qu'on n'arrivait plus à supporter ce que l'autre nous disait, que ça nous énervait trop, hop, on allait chercher le panneau stop. Fabriquer un petit panneau, stop. Et on allait sortir le petit panneau. Ou alors, on avait trouvé un code, c'était dès qu'on sent qu'on devient trop en colère, on fait bip. Et quand on fait bip, ça veut dire que l'autre, il doit s'arrêter de parler. Tu vois, voilà. Ça, c'était des petites astuces. Bon, il y en a plein, hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour. Là, ça va être plus pour réguler. Et puis, toujours pour sensibiliser sur le monde des émotions. Il y a un truc qui est très sympa à faire. Alors, moi, j'ai connu ça après coup. Je ne l'ai pas forcément fait avec mon fils petit, mais c'est des choses qu'on peut faire. C'est d'utiliser un album photo, en fait, où on a les photos de nos enfants. En plus, ils adorent regarder les photos avec nous, où ils ont plusieurs expressions.
d'émotions. Ça peut être des photos où ils sont super contents. Au contraire, des photos où on les a pris en photo, mais ils boudaient, ils n'avaient pas envie qu'on les prenne en photo. Et à chaque fois qu'on va parcourir ça, on va mettre des mots. Ah ben là, tu te rappelles comment tu étais contente, tu avais fait un château de sable, c'était génial. Ou là, tu te rappelles, ah oui, ton frère, il t'avait piqué ton truc, tu n'étais pas content. Voilà. Et là, on aide vraiment l'enfant à s'approprier le monde des émotions et du coup, à pacifier un peu cette relation avec les émotions. Parce que c'est quelque chose non seulement de normal, mais surtout de, de comment je vais dire, c'est vraiment d'aider l'enfant à comprendre que nos émotions, c'est des alliés, c'est des amis. Elles sont là pour nous livrer un message. Elles sont là pour dire, si je suis pas content, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime bien vivre et que là, je vis pas. Par exemple, partager, par exemple, un câlin, par exemple, un réconfort. Ou alors, si je suis au contraire très content, ben, ça veut dire que, oh là là, je suis trop content parce qu'il y a des choses que j'aime vivre, ben, que je suis en train de vivre. Et là, on va aussi apprendre à, à exprimer nos émotions quand tout va bien et dire à quel point je suis content. Ah, merci, par exemple, on va dire à nos enfants ou à nos élèves, ah merci, le fait que tu remettes la salle en ordre, ça m'a vraiment aidé. C'était très soutenant pour moi, je te remercie. C'est beaucoup plus nourrissant pour l'enfant au niveau de l'estime que de dire, ah, t'es vraiment chouette, t'es un gentil garçon. Ça, peut-être il va douter, ouais, ah bon, est-ce que je suis vraiment gentille juste parce que j'ai rangé les chaises, alors que ça nourrit pas l'estime. Alors que si tu lui dis, oh, ça a été vraiment aidant pour moi, tu m'as aidé à ranger la salle à la fin du cours, ça m'a beaucoup aidé, je te remercie. Là, tu es en train de lui dire, mon gars, tu as fait quelque chose, tu as mobilisé une compétence là qui a été utile aux autres. Et là, l'estime de soi, le réservoir d'estime de soi se remplit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans les rituels ou les activités que tu as proposées, que tu faisais soit avec les enfants que tu avais, soit avec ton propre enfant. Il y a vraiment cette énorme importance de faire le lien entre l'émotion et mettre un mot. Arriver à mettre une image d'une émotion égale un mot. Un ressenti Absolument. égale un mot pour vraiment leur enseigner justement ces premiers mots pour que d'eux-mêmes, après, derrière, ils puissent mettre leurs propres mots derrière et sentir, apprendre petit à petit que ce qu'ils ressentent au fond d'eux, bah, ça c'est la colère, ça c'est la joie et ainsi de suite. Est-ce que tu dirais que Oui, c'est l'élément principal finalement? c'est un des éléments essentiels. Je vais en rajouter un troisième, c'est d'apprendre à l'enfant, c'est parce que tu m'as posé la question, mettre un mot, mais aussi montrer où est-ce que ça se passe dans le corps. Mmh. Que l'enfant développe cette capacité, alors conscience de lui-même, mais aussi capacité à ressentir. Parce qu'en vérité, ça va être une ressource après qui va être absolument fabuleuse pour tout un tas de situations auxquelles ils vont être confrontés plus tard et pour lesquelles ils vont devoir apprendre, en fait, ils vont devoir faire face. Apprendre à ressentir dans le corps où est-ce que ça se passe la colère, où est-ce que ça se passe la tristesse. Quand je me sens triste, quand tu me dis que tu te sens triste, c'est dans quel endroit que tu sens la tristesse. Quand on fait ce plongeon à l'intérieur, en fait, on se rend compte qu'aller ressentir, c'est ça qui va nous aider à apaiser et ensuite voir, mais qu'est-ce qui était finalement si important pour moi dans cette situation que j'avais envie de vivre et que je ne vis pas. Mmh. C'est pas une opération intellectuelle, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Toutes les réponses sont dans le corps. Donc, aider l'enfant à prendre conscience de son corps et des sensations. Quand je suis en colère, j'ai le cœur qui bat. Quand je suis content, je vois que là, au niveau de ma poitrine, ça s'ouvre, ça se dilate, c'est ouvert, etc. Plus ils vont développer cette capacité-là, et plus, par exemple, euh, et ça va être important qu'on les aide à associer l'émotion, le mot et l'expérience qu'ils ont vécue, le contexte. OK. Parce que, par exemple, c'est ça qui va les aider si lors d'une situation, ils se sentent en colère, par exemple, je sais pas, quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui les a mis en colère. Ils se sentent en colère, donc on va dire à l'enfant, où est-ce que tu ressens ça? Donc ça, du coup, ça va développer, il va rester avec lui plutôt que d'être sur l'autre. Et puis ensuite, on va aussi réfléchir ensemble à qu'est-ce que tu pourrais faire pour calmer cette colère. Et les enfants, ils ont des idées. On sous-estime souvent la capacité de nos enfants à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc déjà, on va recueillir leurs idées. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah ben, je pourrais respirer, parce qu'ils ont déjà entendu ça quelque part. Ou je pourrais les taper dans un coussin. Ou je pourrais... Bref, ils vont trouver leur solution. Et puis si vraiment ils disent, bah, je sais pas, eh ben, on va lui dire, est-ce que tu voudrais que je te donne des idées? Et là, on lui donne des idées.
Et ensemble, après, il va les expérimenter, les idées. Alors, patience, c'est une des qualités les plus importantes qu'on doit développer quand on est un adulte qui éduque, parce qu'il ne va pas y arriver du premier coup. Il va y falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Et donc, du coup, il va apprendre petit à petit à réguler ses propres émotions. Et inversement, enfin, plutôt, je vais prendre l'exemple inverse positif. Un enfant, par exemple, qui a réussi un exercice qui était difficile ou qui a réussi à faire quelque chose à la maison, c'est la première fois qu'il y arrive, on le félicite. Oh, comment tu te sens? Ah, je suis content. Oh, comment c'est dans ton corps quand tu es content? Hop, il ferme les yeux. Ah ben, au début, il va mettre les mots qu'il veut. Il va dire, ah ben, c'est comme un soleil. Ou il va dire, ah ben là, c'est ici. C'est ici. Et ben en fait, petit à petit, on va leur apprendre, ben, tu vois, continue à ressentir ce qu'il y a ici. Continue à ressentir comment c'est bon quand tu es content. Donc, petit à petit, l'enfant va apprendre à faire ça. Au début, il va le faire 1 seconde, 2 secondes. Et puis, quand il sera plus grand et qu'il sera dans une période de doute, eh ben, on va l'aider en fait à se rappeler de souvenirs positifs qu'il a eus. Par exemple, la première fois qu'il a réussi à faire du vélo. Et on va dire, tu te rappelles ce que tu avais ressenti ce jour-là? Ah ouais, j'étais super content. Eh ben, essaye de voir là si tu peux le ressentir content. Là. Essaye de te rappeler la première fois que tu as fait du vélo. Tu peux ressentir à quel point tu étais content. Et là, on apprend à l'enfant en fait à reconnecter des sensations qui sont là en vérité. Par exemple, content, confiant. Et ça va être des ressources. Ça, c'est dans notre espace de ressources intérieures. Et dans les moments, par exemple, où je serai en stress, où je doute de moi, et ben juste de faire cet exercice. Revenir à l'intérieur et me rappeler un moment où j'étais en confiance. Et puis, je respire avec cette sensation dans mon corps. Et là, comme par magie, la confiance émerge et du coup va m'aider à faire face à la situation à laquelle je suis confrontée. Donc, tu vois, il y a plein d'usages après qu'on va pouvoir faire petit à petit au fil des années pour les aider à faire face aux difficultés. Parce que c'est pas parce qu'on devient intelligent émotionnellement qu'on ressent plus de colère, qu'on ressent plus de tristesse, qu'on ressent plus de peur. Non. Mais on a un équipement, on sait qu'on a des ressources et qu'on va pouvoir faire face. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est pouvoir faire face aux expériences qui me sont données de vivre. Je pense que tu fais très bien de le préciser parce que des fois, ça peut être un amalgame qui est fait avec le développement personnel, de se dire ah bah c'est bon, maintenant tu es complètement serein, tu fais de la méditation, donc plus jamais tu ne t'énerves. Enfin, je sors des gros clichés que j'ai pu parfois entendre et arriver à dire que bah si, en fait, tu t'énerves comme n'importe qui. C'est juste que peut-être tu arrives plus facilement derrière à gérer justement cette colère, à savoir comment la gérer. Tu vas plus faire les erreurs que tu faisais avant, Ouais. parce qu'avant, quand tu étais en colère et que tu engueulais l'autre, tu as remarqué que l'autre, il n'a plus envie de parler avec toi. Hmm. Alors qu'en fait, ce que toi, tu veux, c'est justement connecter. Tu as envie, ben non, j'ai juste envie de t'entendre que quand tu fais ça, moi, c'est pas OK pour moi, en fait. Et moi, j'ai envie, comme on vit ensemble, j'ai envie qu'on soit bien ensemble. Alors, comment on peut faire pour que la prochaine fois, ça soit autrement? Ouais. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance dans les relations, parce que souvent, nos manières de communiquer, elles coupent la communication. Alors qu'en vérité, ce dont on a le plus besoin, c'est de connexion. On a besoin d'être en lien avec l'autre, mais on ne sait pas faire. Donc, on se sent malheureux avec tout ça et démuni, puis on dit, ben ouais, mais c'est l'autre, il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, il est fermé. Ben ouais, il est fermé, mais peut-être que justement, il a entendu beaucoup de reproches, beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, et que, comme chacun d'entre nous, quand on entend ça, on n'a pas envie d'ouvrir notre cœur, parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne taper dessus, quoi, ça fait mal. Hein. Ouais. Donc, quand on a compris ça et qu'on va apprendre à écouter, même quand l'autre ne parle pas, on va voir qu'on peut comprendre ce qui se passe pour l'autre. Mais ça demande de développer des capacités d'écoute. Et juste une dernière question, Sonia, pour terminer cette interview. Pour toutes les mamans principalement qui nous écoutent, il y a de plus en plus de papas aussi. Là encore, c'est des choses qui évoluent, mais en grande majorité, on le voit bien sur nos abonnés au kit éducatif, on est encore à 90% de mamans. Est-ce que tu aurais, tu en as déjà cité quelques-unes, hein, mais est-ce que tu aurais encore des idées d'activités ou de jeux sur cette notion justement qu'on disait juste avant de prévention? Pas forcément de la colère est arrivée, comment on la gère, mais à l'inverse de prévention sur que ça soit sur la confiance, sur l'estime de soi, sur la communication bienveillante, des idées comme ça de jeux, d'activités qu'elles pourraient faire avec leurs Tout enfants simple. pour Ouais, ouais, prévenir ouais. de tout ça. Alors, selon les âges, bien sûr. Hein, là, Ouais, avec bien des sûr. tout petits où il n'y a pas les mots, on va beaucoup, encore une fois, c'est nous qui allons parler, mettre des mots sur ce que nous ressentons et sur ce que l'enfant ressent. Quand ils sont un peu plus grands, il y a un jeu qui peut être super sympa, on adapte ça aux émotions. C'est au lieu de faire 1, 2, 3 soleil, tu connais le jeu 1, 2, 3 Mhm. soleil, et je fais statue.
Eh ben, ça peut être 1, 2, 3, émotion. Donc l'enfant, en fait, il fait statut, mais dans une émotion. Content, Ok. voilà. Ça peut être très amusant. Autre truc que moi je faisais, ben, ça peut être la météo, tu vois, la météo du jour. Comment je me sens ce matin? Ah oui, mais pareil, un truc tout bête, plusieurs fois par jour. Bah, comment tu te sens, mon chéri, aujourd'hui? Comment ça va? Comment tu te sens? Et là, l'enfant peut aller regarder le mot, les émoticônes sur le frigo. Je me sens comme ci, je me sens comme ça. L'autre truc que moi j'aimais bien faire, c'était euh, par exemple, au moment du repas, pour rendre le repas un peu sympa aussi, c'est allez, chacun partage les 3 kiffs de la journée, 3 trucs que j'ai aimés aujourd'hui. Parce que ça les relie, tu vois, à des choses qu'ils aiment vivre, des choses qu'ils aiment faire, donc des besoins comblés. Ah, voilà. Et donc, on le fait, bien sûr, les adultes participent. Bien sûr, on ne fait aucun commentaire. Euh, on peut juste poser des questions pour en savoir plus. Donc, ça, les 3 kiffs de la journée. Ou 3 trucs qu'on n'aime pas. Voilà, ça peut être, on peut jouer à ça. Ah, 3 trucs que j'aime pas. 3 trucs que j'aime. 3 trucs que, moi, qu'est-ce que c'est qui me rend pas content? Moi, je suis pas content quand. Voilà, des petites phrases comme ça, des petits jeux. Allez, venez les enfants, on joue à je suis pas content quand. Ah, je suis pas content quand on me pique mes jeux. Je suis pas content quand on me marche sur le pied. Je suis pas content quand on me coupe la parole. Parce que quand on est que ce soit en classe ou en famille, on apprend des choses les uns sur les autres. Et ça, c'est aussi super intéressant. Donc, tu vois, ça va plus être des jeux de communication avec les mots, avec la parole. Après, moi, je vous invite parce que en fait, des guides de jeux, il y en a plein. J'invite les mamans justement qui sont en recherche d'activités aussi d'aller dans les librairies. Moi, il n'y avait pas ça quand mon fils était petit, mais aujourd'hui, il y a pléthore de bouquins d'activités sur la communication non violente avec les enfants, comment aider mon enfant à développer la confiance en lui, l'estime de lui, des activités très concrètes. Donc, ça regorge de ressources les rayons des librairies. Faut vraiment pas hésiter après à aller regarder ce qui nous convient. Complètement. Et Bon, Osmose j'espère regorge que déjà les petites également idées que je vous ai données. d'activités qu'on propose justement. On est Et vraiment oui, oui, bien sûr, sur, parce que c'est sur vrai cette que, chose-là, mais tu as mais complètement carrément, raison, je pense que ça a énormément évolué et c'est pour ça qu'on a lancé aussi Osmose, c'est que dans les librairies, il y a de plus en plus d'activités déjà et de livres sur le sujet qui sont énormément développés par rapport à il y a 10, 15 ans, 20 ans, je pense. peut-être c'est plus un principe qu'une idée d'activité, mais plus vous serez prêt, PRE, accent grave S, Hmm. de la réalité du quotidien et que vous glissez des jeux dans cette réalité-là, mieux c'est. Parce que si vous dites au début ça va marcher avec les petits, mais en grandissant ça va plus fonctionner. Si vous dites bon aujourd'hui les enfants on va jouer au jeu des émotions, est-ce qu'ils auront envie de jouer au jeu des émotions? On ne sait pas. Donc c'est vraiment de coller au plus près du quotidien, au moment de prendre le bain par exemple. Voilà, de pouvoir glisser quelques petits jeux d'émotions, jouer aussi, faire des jeux de théâtre, mimer, faire des jeux de mime sur les émotions, ou sur les besoins, ça c'est des trucs qui marchent super bien. Je le propose même aux adultes, moi dans mes formations, ils adorent parce qu'il y a la dimension de jeu. On joue donc, on doit mimer des émotions ou on doit mimer des besoins. Voilà. Puis après, il y a des jeux de plateau qui existent aujourd'hui qu'on Ok. peut trouver. Il y a des, comment on appelle ça, des boussoles avec Ouais. l'émotion et puis le besoin correspondant. Il y a des jeux de cartes qui existent sur les émotions, sur les besoins qu'on peut utiliser avec les enfants. Voilà. Dédramatiser les émotions. Les émotions, Hmm. ça fait partie de la vie. Et c'est vraiment super important qu'on glisse ça dans notre vie au quotidien. Et je pense que c'est hyper Voilà. important sur cette fin pour terminer cette interview, ce que tu disais d'arriver à glisser tous ces jeux dans le quotidien justement de la vie. Et peut-être pas se dire, je veux absolument que maintenant on fasse le jeu des émotions, mais C'est justement ça. arriver à le glisser dans une situation réelle du quotidien. Merci Ouais. beaucoup Sonia pour tous Avec grand plaisir, pour Benjamin. tous tes partages et pour tout ton temps. Et à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.